Le réchauffement climatique a généré différents phénomènes météorologiques extrêmes. Tempêtes, inondations, canicules, etc. L'activité humaine est en grande partie responsable du réchauffement. En France, le secteur des transports est fortement responsable de la consommation d'énergie et des émissions de polluants. Plus il y a de véhicules qui circulent, plus les émissions polluantes sont importantes. Les constructeurs fourmillent d'idées pour réduire les émissions polluantes des véhicules. À moi de les utiliser avec intelligence. Pour bien faire, je me déplace mieux en polluant moins et en dépensant moins, parce que écologique rime avec économique. L'autopartage me permet, grâce à un abonnement, de disposer d'une voiture quand je veux et où je veux. Grâce à ce système, le nombre de véhicules sur les routes diminue, ce qui réduit les embouteillages et donc les rejets de CO2, dioxyde de carbone. CO2 est l'abréviation chimique de dioxyde de carbone, généralement appelé gaz carbonique. C'est un des gaz émis par les véhicules suite à la combustion de carburant. Il participe à l'effet de serre. Le covoiturage consiste à effectuer à plusieurs personnes le même trajet dans un seul véhicule. Le covoiturage permet ainsi de diminuer le nombre de véhicules sur les routes et donc la pollution. En adoptant une conduite éco, j'entretiens régulièrement mon véhicule. J'adapte aussi ma conduite aux situations en anticipant. Le but de l'éco-conduite est de limiter la consommation de carburant et les émissions de CO2, dioxyde de carbone. L'écomobilité est la mise en place et l'utilisation des modes de transport limitant les émissions de gaz à effet de serre et la pollution sonore. Être écomobile, c'est favoriser les modes de transport les moins polluants et les plus silencieux. Marche, vélo, transport en commun, covoiturage, autopartage, etc. L'étiquette énergie est la fiche permettant de connaître la consommation moyenne de carburant et le taux de rejet en CO2 au kilomètre d'un véhicule neuf. Les galeries sont un accessoire fixé sur le toit d'un véhicule qui permet le transport des bagages et de charges encombrantes. Ne pas confondre avec les barres de toit. Les pédibus, carapates ou même le caracycle consistent dans tous les cas à assurer le ramassage scolaire des élèves sur le trajet domicile-école. Pendant le trajet, les enfants sont encadrés par un ou plusieurs adultes. La production de CO2, dioxyde de carbone, est proportionnelle à la consommation de carburant. En 50 ans, les émissions de CO2 ont été multipliées par 6. En tant que gaz à effet de serre, le CO2 contribue à l'augmentation de la température terrestre et au dérèglement climatique. Les transports ne polluent pas que l'atmosphère. Les transports sont la première cause de nuisances sonores en agglomération. En privilégiant les transports en commun, le vélo, etc., le parc automobile diminue. Et la pollution sonore diminue aussi. Plus le véhicule est haut, large, avec des formes plutôt carrées, plus l'écoulement de l'air est difficile et plus la consommation de carburant augmente. L'aérodynamisme, c'est l'écoulement de l'air autour du véhicule lorsque celui-ci avance. Les barres de toit ou une galerie même vide modifient le flux d'écoulement de l'air autour du véhicule et augmentent la consommation de 10 à 20% environ. Avec un coffre de toit, la consommation de carburant peut augmenter de 20%. Cela est dû à la fois à la résistance de l'air et à l'augmentation du poids du véhicule. La résistance à l'air, aérodynamisme, augmente comme le carré de la vitesse. Vitesse multipliée par 2 égale force de résistance multipliée par 4. En limitant la vitesse, la pénétration dans l'air offre moins de résistance, ce qui permet de moins consommer qu'à une vitesse plus élevée. La résistance au roulement
est la perte d'énergie liée au frottement des pneumatiques sur la route. Un véhicule bien entretenu est un moyen de transport en parfait état de fonctionnement. D'abord, les pneumatiques. Avec les pneus verts, la résistance au roulement est diminuée de 20%, ce qui permet d'économiser 3% de carburant, soit 125 € sur leur durée de vie moyenne. Pour faire un peu plus d'économie, je peux surgonfler légèrement les pneumatiques. Un surgonflage de 0,2 à 0,3 bar permet une économie de 0,10 litres par 100 km. Des pneumatiques sous-gonflés entraînent une surconsommation de carburant d'environ 3%, et il y a des risques d'éclatement, et donc d'accident. En contrôlant régulièrement la pression des pneumatiques, je circule en sécurité et je limite la surconsommation de carburant. Pour cela, je suis les instructions du constructeur, applicables sur des pneus froids, c'est-à-dire qui viennent de parcourir moins de 3 km à vitesse réduite, ou si le véhicule n'a pas circulé depuis plus de 2 heures. Des pneumatiques usés entraînent, en plus des risques d'accident, une surconsommation. Je contrôle régulièrement l'état des flancs des pneus et la profondeur des rainures. Lorsque le pneu est usé, il n'est plus en capacité d'adhérer correctement à la route sur sol sec et encore moins sur sol mouillé. Les pneumatiques peuvent être usés sur les flancs à cause d'un choc ou d'un frottement sur le trottoir, par exemple. Une déchirure du flanc ou une hernie peut entraîner l'éclatement du pneu et la perte de contrôle du véhicule. Si je circule avec des pneumatiques abîmés ou usés, je risque une forte amende de 4e classe, maximum 750 €, et mon véhicule peut être immobilisé. Ça coûte moins cher de changer les pneus et il y a moins de risque de perdre le contrôle du véhicule. Un entretien régulier du moteur permet d'économiser jusqu'à 25% de carburant, de circuler en sécurité et d'assurer la longévité du moteur. Je n'hésite pas à faire tous les travaux nécessaires et obligatoires chez un professionnel. Vidange, changement des filtres, à huile, à air, à gazole, ou le niveau de liquide de frein par exemple. Je peux faire moi-même certains contrôles et réajustements. Je vérifie régulièrement le niveau d'huile moteur, de liquide de refroidissement, de liquide du lave-glace, etc. L'éco-conduite, c'est circuler sans stress. Une conduite sans stress, c'est avoir une conduite souple. Pour ne pas être pressé par le temps, je prépare mon itinéraire et je pars à temps, voire même en avance. Je m'informe via les infotrafics diffusés dans tous les médias pour éviter les embouteillages. Les embouteillages peuvent faire doubler la consommation de carburant. J'évite de partir aux heures où habituellement je dors pour être vigilant sur la route. Si je me retrouve coincé dans un embouteillage, j'arrête le moteur si l'arrêt va durer plus de 20 secondes. Je peux utiliser des systèmes d'aide à la conduite comme le GPS pour faciliter la recherche de stations-service, hôtels, restaurants ou autres. Attention, j'effectue ces recherches à l'arrêt. À froid, le moteur consomme 50% de plus lors du premier kilomètre et 25% lors du second. Il est inutile de faire chauffer le moteur à l'arrêt. Je démarre et je roule immédiatement à vitesse modérée et sans à-coups durant 5 km environ, ce qui permet au moteur d'atteindre sa température adéquate. Un compte-tours indique le nombre de tours par minute du moteur. Une partie de cette plage correspond à une utilisation économique du moteur. C'est la plage dite plage de couple. Couple égale force. Pour les véhicules diesel, la plage de couple
se situe entre 1500 et 2000 tours minute. Pour les moteurs à essence, elle se situe entre 2000 et 2500 tours minute. Pour être dans la bonne plage de couple, je dois utiliser la boîte de vitesse. Une conduite économique, c'est donc passer dès que possible le rapport de vitesse supérieur sans dépasser 2000 tours minute sur un véhicule diesel et 2500 tours minute pour un véhicule essence. Je ne dépasse jamais la vitesse maximale autorisée. Plus la vitesse est élevée, plus la consommation augmente. En circulant sur autoroute à 120 km/h au lieu de 130 km/h, j'économise environ 1 litre de carburant aux 100 km. Et si je pars un peu plus tôt pour conduire sans stress, j'arrive à l'heure à mon rendez-vous. Circuler à une vitesse moyenne constante permet de maîtriser la consommation de carburant. L'ordinateur de bord permet de suivre la consommation de carburant. Il indique la consommation instantanée, la consommation moyenne, la vitesse moyenne, le litrage restant et l'estimation du kilométrage restant. Dès que l'ordinateur affiche une consommation en hausse, je peux ralentir et ou changer de rapport de boîte de vitesse. Grâce à cet équipement, je peux comparer les trajets effectués entre eux et connaître les variations afin d'adapter ma conduite vers une conduite encore plus économique. Certains véhicules peuvent être équipés d'un limiteur et ou d'un régulateur de vitesse. Le limiteur, comme son nom l'indique, limite la vitesse. Par exemple, en programmant le limiteur à 80 km/h, je suis sûr de ne pas dépasser cette vitesse tout en utilisant l'accélérateur. Le régulateur permet d'économiser du carburant uniquement sur terrain plat. J'indique la vitesse à ne pas dépasser et c'est l'ordinateur qui fait le reste. Je ne me sers pas de l'accélérateur. Je conserve une allure constante, j'économise du carburant et je peux circuler sans loucher sur le compteur de vitesse. Le véhicule avance pour ainsi dire tout seul. Une conduite sportive, dite aussi conduite nerveuse, c'est circuler vite, accélérer violemment, freiner brutalement et changer sans cesse de rapport de vitesse. Cela peut générer jusqu'à 20% de surconsommation sur route et 40% de surconsommation en ville, sans compter les frais d'entretien. Une conduite souple est la clé d'une conduite économique. C'est éviter au maximum de s'arrêter, de freiner, d'accélérer inutilement, etc. Anticiper, c'est prévoir l'évolution de la circulation devant moi. Je regarde loin pour adapter mon comportement. Par exemple, pour éviter de m'arrêter à un rond-point, je décélère. Conserver toujours une distance de sécurité suffisante permet d'éviter d'être surpris par un ralentissement brusque. Elle permet de limiter les coups de frein intempestifs et les accélérations. En augmentant la distance de sécurité, je regarde encore plus loin pour anticiper plus tôt et maintenir plus facilement une vitesse moyenne constante. Les routes ne sont pas faites que de plats. Je rencontre aussi des montées et des descentes. Comment conduire économique dans une descente? Au sommet d'une côte, selon le degré d'inclinaison, je peux lâcher l'accélérateur et laisser le véhicule descendre si mon allure ne gêne pas la circulation des autres usagers. Attention, je ne circule jamais au point mort dans une descente. Je peux utiliser une descente comme tremplin. Un peu avant la fin de celle-ci, je réutilise l'accélérateur légèrement pour stabiliser la vitesse et avoir une consommation basse. Descendre, oui, mais il faut monter avant. Pour limiter la consommation en montée, je stabilise la vitesse en dessous de la vitesse maximale autorisée. 80 km/h au lieu de 90 km/h par exemple. Je reste toujours dans la plage de couple.
Si la côte s'accentue et que la vitesse et ou le régime chute, je rétrograde sur un rapport inférieur pour permettre au moteur de prendre plus d'énergie. Tous les équipements utilisant de l'énergie à bord du véhicule, climatisation, autoradio, dégivrage, désembuage, vitres électriques, etc., nécessitent une portion même minime de carburant. Cela génère une surconsommation et une augmentation des rejets en CO2, dioxyde de carbone. Seuls les feux de détresse qui sont reliés à un circuit parallèle n'entraînent pas de surconsommation de carburant. Climatisation rime avec surconsommation. Pour gagner 8 degrés dans l'habitacle, la consommation de carburant augmente d'environ 16% pour un moteur essence et 20% pour un moteur diesel sur route. En ville, c'est 2 fois plus. Plus la différence de température entre la climatisation et l'extérieur est importante, plus je consomme de carburant. C'est pour cette raison que je cherche le plus possible à stationner ma voiture à l'ombre en été Que j'aère la voiture avant d'allumer la climatisation? et que je ne dépasse pas 5 degrés d'écart entre la température extérieure et l'habitacle. Je fais entretenir le système de climatisation par un professionnel pour un bon fonctionnement et pour éviter une surconsommation inutile de carburant. Les pics de pollution sont principalement dus à l'accumulation des gaz polluants provenant des gaz d'échappement des véhicules. Ces pics peuvent avoir de graves conséquences sur notre santé. La meilleure mesure trouvée à ce jour est de réduire la circulation. Lors de pics de pollution, les vitesses peuvent être abaissées de 20 à 30 km/h sur les axes limités à 90, 110 et 130 km/h. Information à destination des usagers par panneaux à messages variables, radio, Internet, etc. D'autres mesures peuvent être envisagées si le pic de pollution se prolonge. Restriction de circulation, circulation alternée selon le numéro d'immatriculation, priorité aux véhicules les moins polluants et au covoiturage, stationnement résidentiel gratuit dans certaines villes. En cas de non-respect de l'abaissement des vitesses, je risque une amende prévue pour les contraventions de 4e classe, l'immobilisation de mon véhicule, un retrait de points. Avant d'acheter un véhicule, je détermine mes besoins. Une familiale ou une citadine? Dans la gamme des familiales, je peux trouver des breaks et des monospaces. Une fois le type de véhicule choisi, je détermine avec quelle énergie le véhicule doit fonctionner selon le nombre de kilomètres parcourus par an. Agrocarburant, produits issus de l'agriculture. Réduction de 0 à 10% des émissions. GPL, gaz de pétrole liquéfié, faible rejet de particules toxiques. GNV, gaz naturel véhicule, peu de rejets toxiques ou cancérigènes. Pile à combustible. En règle générale, il s'agit d'hydrogène qui fabrique par procédé technique l'électricité. La production de l'hydrogène engendre un bilan carbone défavorable, difficile à stocker et à distribuer. Hybride, véhicule avec 2 moteurs, thermique et électrique, 3 possibilités. Full hybride, les 2 moteurs peuvent fonctionner séparément ou ensemble. Mild hybride, les 2 moteurs fonctionnent ensemble. Micro-hybride, le moteur thermique est coupé pendant les arrêts. Ces véhicules sont cependant plus chers à l'achat. Tout électrique, uniquement à l'électricité. Autonomie limitée et accélération limitée. Le coût, achat ou location selon le distributeur, est assez cher et diminue l'intérêt économique d'utiliser ce système. Temps de recharge des batteries, bilan global négatif. Mais le moteur est fiable et nécessite peu d'entretien, silencieux et pas de boîte de vitesse. Lors de la vente des véhicules neufs, chaque véhicule est accompagné d'une étiquette énergie. Cette étiquette me renseigne sur le type de véhicule. Le carburant utilisé et la consommation au 100 km,
et le taux de rejet de CO2 dioxyde de carbone par kilomètre. Le classement du taux de rejet de CO2 est identifié par un code couleur. Plus le classement se situe dans les zones rouges, plus le taux de rejet en CO2 du véhicule est important. Par exemple, la classe A en vert indique les véhicules rejetant moins de 100 grammes au kilomètre de CO2. Grâce à cette étiquette, je sais si je vais être bénéficiaire d'un bonus ou redevable d'un malus lors de l'achat du véhicule. Dans écomobilité, on retrouve mobilité et éco, comme écologie et économie. Il s'agit donc de se déplacer vers et moins cher. L'écomobilité a donc pour but de mettre en place des modes de transport moins polluant pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, gaz émis par la combustion de carburant, moins bruyants. Les transports en ville sont la première source de pollution sonore. moins cher. L'écomobilité favorise l'utilisation des vélos, de la marche à pied, des transports en commun, etc. Être écomobile, c'est choisir le mode de déplacement le plus vert et le moins cher, comme la marche à pied, le vélo, le covoiturage, l'autopartage, les transports en commun, etc. 20 à 30% des déplacements en ville se font à pied. Il faut environ 15 minutes à pied pour faire 1 kilomètre. Le vélo est le mode de déplacement le plus rapide pour faire des trajets de 300 mètres à 6 km. Près de la moitié des déplacements en ville ne dépassent pas de kilomètres. À vélo, pour faire 1 km en ville, il faut en moyenne 4 minutes et pas de problème pour se garer. En voiture, il faut en moyenne 3 minutes pour faire 1 kilomètre, sans compter le temps nécessaire pour trouver une place de stationnement. Le covoiturage consiste à faire un trajet entier ou en partie à plusieurs dans le même véhicule. Je peux utiliser ce mode de déplacement au gré de mes envies. Je partage les frais, je rencontre des gens et je fais un geste en faveur de l'environnement. Le covoiturage réduit donc les émissions de gaz à effet de serre et contribue à la diminution des embouteillages. La voiture est une source de dépenses importante, entre l'achat, les frais d'assurance, de carburant, d'entretien, etc. Avec l'autopartage, je dispose d'un véhicule à tout moment, pour toute distance. Grâce à ce système, j'économise l'achat d'un véhicule et les frais qui y sont liés. Au passage, je diminue le nombre de véhicules en circulation et donc les rejets de gaz à effet de serre. Pas de problème de stationnement grâce au parking réservé et la voiture est toujours propre. Train, bus, métro, tramway, trolleybus. Il y a toujours un mode de transport collectif adapté. Les rejets de gaz à effet de serre sont limités et c'est très pratique. Si j'habite par exemple à 10 km de mon lieu de travail et que j'y vais seul en voiture, rien que pour aller au travail, je dépense environ 2 000 € par an, si je ne rentre pas déjeuner, et je rejette 1 tonne de CO2. En covoiturage, avec 2 covoitureurs, je divise par 3 les frais de carburant et de péage. Au lieu de payer 2 000 € par an, je ne paye plus que 667 €. Plus le nombre de covoitureurs est important, plus les économies augmentent. Dans la majorité des cas, durant le trajet domicile-travail, je suis seul à bord. Les voies de circulation sont alors surchargées, les embouteillages sont interminables, les pics de pollution se multiplient, le stress me gagne. En comparaison, les autobus émettent 2 fois moins de CO2, dioxyde de carbone, que la voiture. Le métro parisien consomme 7 fois moins d'énergie que la voiture. Le tramway 100% électrique ne rejette aucun gaz toxique dans l'atmosphère. En transportant 200 personnes, une rame de tramway représente l'équivalent de 167 voitures. Le coût annuel d'une voiture particulière, 6 000 €, est près de 20 fois supérieur à celui lié à l'utilisation des transports publics, 310 €.
Les accès aux écoles sont de plus en plus saturés par les voitures. Les risques d'accident augmentent pour les enfants. En moyenne en France, les écoles sont à moins de 1 km du domicile. Faire de la marche pendant une demi-heure chaque jour permet aux enfants d'effectuer le temps d'exercice physique minimum recommandé pour leur santé. Deux possibilités. La première est de laisser mon enfant partir à l'école, à pied ou à vélo, mais toujours accompagné d'un adulte. Le pédibus consiste à accompagner un groupe d'enfants à pied sur le trajet de l'école. Le trajet suit un tracé défini avec des arrêts matérialisés par des panneaux. La caravane passe à des heures fixes et mon enfant arrive à l'heure en classe. Le caracycle fonctionne exactement de la même façon que le pédibus, mais cette fois, les enfants circulent à vélo. La deuxième solution est d'emmener mon enfant avec d'autres camarades de classe pour limiter le nombre de véhicules aux abords de l'école. Faire les courses, c'est nécessaire, mais répétitif. Se déplacer au supermarché à 14 km une fois par semaine revient à faire 1400 km par an, soit une grosse dépense, 700 €, et une pollution évitable, 320 kg de CO2, dioxyde de carbone. En optant pour les courses à domicile, je gagne du temps, de l'argent, et la planète y gagne aussi. Être livré, c'est rapide et pratique. Je peux aussi me rendre 1 à 2 fois par mois à l'hypermarché pour les achats lourds et encombrants. Je me rends à pied ou à vélo dans les commerces de proximité et les marchés pour les produits frais. Comme ça, je réduis au minimum l'utilisation de la voiture et je mange bon et bien. À l'occasion des loisirs, des week-ends et des vacances, le trafic est saturé. Et pour trouver une place de stationnement, il faut être patient. Sortir en ville ou aller à une soirée est plus sympa lorsqu'on y va tous ensemble. Réduire le nombre de véhicules, c'est plus économique. Et grâce au capitaine de soirée, je suis sûr de ne pas avoir de problème sur le trajet du retour. Lors des vacances pour un long trajet, je fais une comparaison pour savoir si partir en train et louer une voiture sur place ne sera pas moins cher. J'évite ainsi la fatigue au volant et les risques d'accident. En un siècle, les activités humaines ont augmenté de près de 40% la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Environ 30% des émissions de gaz à effet de serre sont dues au transport, dont près de 95% viennent du transport routier. En clair, plus je consomme, plus je pollue. Mais je peux me déplacer sans pour autant polluer, ou au moins réduire l'impact de mes déplacements sur la planète et sur mon portefeuille. Je peux opter pour l'écomobilité. L'écomobilité, c'est se déplacer économique et écologique en favorisant les modes de déplacement les moins polluants, en termes de pollution de l'air et sonore. La marche, le vélo, la trottinette, c'est non polluant et non bruyant, qu'ils soient classiques ou électriques. Les transports en commun, pas d'effort physique, juste un peu de patience. Et pour les jours où c'est plus pratique d'utiliser ma voiture, je peux opter pour le covoiturage ou l'autopartage. Partager, échanger, économiser et moins polluer. Je peux aussi opter pour une conduite économique. Réduire ma consommation, c'est réduire les rejets de CO2, dioxyde de carbone et mes dépenses. Tout commence avec le véhicule. Avoir un véhicule en bon état de fonctionnement, pas trop imposant, et qui fonctionne avec une énergie pas ou peu polluante, c'est être un éco-conducteur. Pour limiter la consommation de carburant, j'anticipe. Regarder plus loin pour agir en conséquence permet de limiter les accélérations et les freinages inutiles.